L'année dernière à Noël, Elsa m'a offert un 2020 diary. Je m'en suis beaucoup servi. Mais voyons un peu ce que j'ai d'autre comme carnet. Non, non, non plus. Bingo. Mon carnet de lecture, alors, 2020. Cette année, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 23, 34, 40, 44, 45. J'ai lu que 45 livres cette année, mais j'ai été confinée pendant 6 mois. C'était de bons livres. Alors j'ai essayé d'écrire 2020 avec mes aimants, mais je suis arrivée à court d'aimants. Je sais pas trop, mais j'aime à croire qu'il y a une métaphore là derrière. Ok, alors aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif de mon année de lecture 2020. Mais avant de commencer cette vidéo, je crois qu'il est temps pour nous de discuter des rumeurs qui circulent à mon propos. Et par là, j'entends que bien sûr, il n'y a que Clémence qui en parle. Apparemment, bon après je ne sais pas du tout où elle va chercher ces informations, mais apparemment, j'ai en début d'année prédit la catastrophe que fut cette année 2020. Clémence va même jusqu'à dire que j'aurais causé cette catastrophe, mais bon là je trouve qu'on va un petit peu loin dans les théories du complot, hein. Mais je vous avoue que je ne vois pas trop d'où elle sort cette idée. 2019 sera mon année. Je sens que tout va bien se passer. Je viens de me rendre compte que c'est déjà foiré parce que j'ai dit 2019. J'aurais tendance à dire que le plus tragique dans cette vidéo, c'est que depuis, je me suis pas améliorée en guitare. Bon, trêve de plaisanterie, on parlait de quoi dans cette vidéo? Ah oui, mon année de lecture 2020. Bon, avant qu'on commence cette vidéo, j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Oh, je sais, je parle trop. Alors, petit 1, clairement, je suis totalement en train d'improviser cette vidéo, je n'ai rien planifié, donc bear with me, comme on dit, hein. Et puis petit 2, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé de mon année de lecture, en vous présentant peut-être quelques-unes de mes meilleures lectures de l'année, quelques-unes de mes pires lectures de l'année. Mais le seul truc, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir tous les livres ici avec moi pour vous les présenter, parce que, en fait, cette année... Ok, alors le truc c'est que cette année j'ai eu envie de m'offrir des cadeaux de Noël à moi-même, mais comme j'avais pas envie de mettre le budget dedans, j'ai demandé à Elsa de prendre des livres au hasard dans ma bibliothèque, de les emballer et de les mettre sous le sapin. Donc je sais pas, il manque peut-être des livres. Alrighty, ok, alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre à profit tout ce que j'ai appris pendant tous mes cours de maths pour faire des statistiques de mon année de lecture 2020, parce que à quoi est-ce que ça sert Livre Addict ? Goodreads, jamais entendu parler, moi je travaille avec mon petit carnet. Donc comme je vous l'ai dit, cette année j'ai lu un total de 45 livres, dont 5 pas en français. Oui, j'ai déjà fait mieux. Et donc dans ces 5 livres qui ne sont pas en français, j'en ai lu 3 en anglais, oui, j'ai vraiment rien lu cette année, et 2 en néerlandais. Oui, ça j'avais pas vraiment fait de bonne résolution livresque en début d'année, mais c'était bien un goal que j'avais en tête, essayer de me remettre à lire en néerlandais, parce que... why not? Et la bonne chose, c'est que j'ai pas précisé la quantité, parce que là, pour le coup, j'ai juste lu 2 livres, ici, en décembre. Écoutez, c'est le début de la fortune. Et je suis pas sûre que cette expression marche dans cette situation-là, mais... Ah oui, ça m'intéresse aussi de savoir si j'ai beaucoup avancé dans ma palle, donc je vais regarder combien de relectures on a fait cette année. 5, 6... Damn... 8... 10 relectures. J'ai lu 45 livres cette année, dont 10 relectures. Je crois que je commence à comprendre pourquoi ma palle ne diminue pas. J'ai envie de pleurer. Oh. Non mais vous savez quoi, c'est très bien les relectures, ça m'aide à sortir de mes pannes de lecture. Faut croire que j'en ai eu beaucoup cette année. C'était nul. Ok, alors dans cette vidéo, j'avais aussi envie de faire une petite parenthèse, mes fiertés de 2020, juste pour être un petit peu positive et pas juste rigoler du fait que je n'ai lu que 45 livres cette année, alors que franchement, 45 livres, bah c'est pas mal, hein. Moi je trouve que c'est cool. En plus, j'ai bien aimé mes lectures, donc on va arrêter de me dénigrer. Je sais que c'est un peu fait sur le ton de l'humour, mais en soi, c'est pas nécessaire. Du coup, aujourd'hui, on va parler... J'ai dit aujourd'hui, je voulais dire, dans cette petite parenthèse, on va parler de mes petites fiertés de l'année 2020, de mes petites réussites, de mes petits succès, donc voilà, il y en a 3, je pense. 3. Numéro 1. Je n'ai peut-être pas atteint le niveau de régularité que j'aurais souhaité au début de l'année par rapport à mes vidéos YouTube, mais j'ai fait quelques vidéos YouTube, donc j'ai été assez fière, j'ai eu des chouettes retours, et donc je suis contente d'avoir fait ces vidéos YouTube, je suis contente d'être sortie de ma zone de confort par rapport au montage, par rapport au concept, etc. Donc voilà, pour moi c'est un petit succès de 2020. Numéro 2. Pour la première fois de ma vie, j'ai réussi le NaNoWriMo. Bon, je l'ai réussi à ma sauce, et vous le verrez quand j'aurai enfin fini de monter et de poster le vlog que j'ai fait sur le NaNoWriMo en novembre, mais
Je l'ai réussi, je suis fière de moi. Succès de 2020. Et puis numéro 3, je m'en souviens déjà plus, c'était quoi déjà? Bah oui, j'en ai déjà parlé, je me suis remise à lire en néerlandais. Ok, alors maintenant que nous sommes installés, nous allons enfin pouvoir passer à notre petit récapitulatif de 2020. Je vais tout d'abord commencer par faire une petite liste de mes meilleures lectures de 2020 et on va retirer cette casquette parce que... Nevermind. Je disais quoi? Ah oui, mes meilleures lectures de 2020. Je vous préviens tout de suite, ça va pas du tout être une liste exhaustive, étant donné que je me suis pas du tout assise pour faire une liste claire et nette comme ça, ni dans l'ordre d'ailleurs. Je suis simplement en train de feuilleter les pages de mon carnet, en train de regarder quelle lecture me saute comme ça à l'esprit, et je vais vous en parler, donc si j'en oublie, tant pis. Et d'ailleurs on commence tout de suite avec ma toute première lecture de 2020 qui s'appelle Le Clan des Otori, qui a été mon premier coup de cœur de l'année. Alors ça c'est une saga que ma maman m'avait recommandée et dont elle m'a d'ailleurs offert tous les tomes. Et c'est du Heroic Fantasy en 3 tomes de base et puis il y a 2 spin-offs, un qui se passe après et un qui se passe avant. Alors j'ai le sentiment que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc pour résumer brièvement, c'est une histoire, donc comme j'ai dit, Heroic Fantasy, où on suit un personnage dans un espèce de Japon médiéval inventé, avec une histoire de clan, de vengeance, mais aussi un peu d'amour, etc. Bon bref, je résume toujours aussi mal, 2020 n'a pas changé. Mais donc voilà, des 4 tomes que j'ai lus, c'est une saga que j'ai adorée, elle a une plume magnifique, très classique mais très belle. Des personnages aussi très bien écrits qui ne se laissent pas du tout manger par l'intrigue. Donc pour résumer, je vous la recommande, et spécialement, c'est pas français, spécifiquement si vous aimez tout ce qui est Heroic Fantasy, fantastique, et aussi tout ce qui est culture japonaise, voilà, c'est pour vous. Ok, what else? Mon coup de cœur de l'année. Oh non, je vous en ai déjà parlé. Donc ce prochain livre, je vous en ai déjà parlé dans le mi-dire... Ouais, cette vidéo-là. Et il s'agit de Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, qui a été un énorme coup de cœur. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de le lire, c'est un classique, il est super connu. D'ailleurs, vous le voyez sans doute pas, mais j'ai totalement détruit ce livre. Je l'avais déjà acheté en occasion, donc il n'était pas en parfait état, mais... Enfin, vous le voyez sans doute pas en vidéo, mais il est dégoûtant. Sans trop vous en dire, parce que je pense que c'est très compliqué de faire un résumé pertinent et qui rend justice à ce livre, je dirais que c'est une histoire de vengeance, une histoire de relations humaines, une histoire de gens, de haine, d'amour, avec une plume fantastique, des personnages tellement bien écrits, à la fois attachants mais détestables, des décors renversants, voilà, je sais pas, Est-ce que je vous le vends bien? Bref, c'est un classique, je suis sûre que vous en avez tous déjà entendu parler, et je pense effectivement qu'il en vaut vraiment la peine, donc je dirais même que c'est un must-read. Qu'est-ce que j'en sais en fait? Ensuite, dans mon carnet, je vois des relectures. L'impératrice des 7 collines, je vous en ai aussi également déjà parlé. Donc, L'Impératrice des 7 collines, un roman historique qui se passe entre le 1er et 2e siècle après Jésus-Christ dans la Rome antique. Une des raisons pour laquelle j'ai adoré ce livre, c'est que premièrement, j'adore les romans historiques. Deuxièmement, j'adore la Rome antique, bon ça rentre un petit peu dans la même catégorie. Et puis troisièmement, j'ai adoré la manière dont c'était narré, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai trouvé que c'était très léger, très relâché comme style de narration par rapport à... En gros, là, j'ai dit quelque chose d'idiot et la magie du montage a ses limites. Donc, veuillez s'il vous plaît faire comme si je n'avais pas du tout entamé une phrase que je m'apprête à jamais terminer. Merci. Voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du roman. Après, je sais que ça a été écrit par une fille d'historien, mais j'avoue que j'ai pas trop fait mes recherches par rapport à quel point c'était historically accurate, c'était... Oh mon dieu, désolée pour mon accent. Je sais qu'il y a une notice historique à la fin où l'auteur explique un petit peu quel personnage était fictif, quel personnage était historique, et à quel point elle s'est inspirée de l'histoire pour écrire son roman. Mais bon, c'est quand même vachement romancé, donc voilà. Ensuite, 4e coup de cœur de l'année, nous avons Les Derniers Jours de nos Pères de Joël Dicker, dont je vous ai fait tout un article sur le blog. C'est d'ailleurs un des rares livres que j'ai chroniqué cette année. Je vous invite à aller le voir, sinon je vous en ai déjà parlé. C'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, en Angleterre. En fait, c'est l'histoire de un groupe de jeunes gens qui vont s'engager dans les réseaux sociaux. Je recommence. Un groupe de jeunes gens qui vont s'engager dans les services secrets britanniques, c'est ça le mot que je cherchais, et qui vont participer dans la résistance française, encore une fois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va y arriver, waouh. En quelques mots, si vous avez la flemme d'aller lire ma chronique, j'ai trouvé ce roman très bien écrit, super intense, et aussi, il m'a vraiment fait découvrir ces faits historiques sous un angle de vue que je ne connaissais pas encore, et en plus, il m'a fait découvrir l'auteur sous une facette tout à fait nouvelle, comparé à L'Affaire Harry Kéber, qui est également écrit par Joël Dicker. Je trouve que c'était quelque chose de totalement différent, mais de tout aussi bien, donc voilà. Et ensuite, dernier coup de cœur dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau, que j'ai lu pour mon cours de français. Alors celui-ci, c'est un roman tout court, il fait 180 pages, mais ça a été bien suffisant pour me...
Oui, parfois c'est dur de mettre les coups de cœur en mots, alors je trouve que ce petit mime là c'est une bonne définition. Dans ce roman-ci, on suit la vie singulière et décalée d'un couple et de leur fils. Et oui, en fait, si j'ai envie de vous laisser découvrir ce livre par vous-même, je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est le récit intriguant, à la fois charmant et poignant de cette famille qu'on apprend à connaître au fil des pages. Et pour le coup, je sais pas vraiment vous dire ce qui m'a tellement plu dans ce roman, je pense que c'est un peu de tout, c'est la plume, c'est l'ambiance, c'est les personnages, l'histoire tout simplement. J'ai trouvé que c'était superbement bien présenté et j'ai adoré la manière dont l'auteur a mis en scène les thèmes qu'il aborde dans ce roman. Ok, alors maintenant, pendant que je regarde un peu quelles ont été les pires ou les moins bonnes lectures de cette année, je vais vous laisser comme l'année dernière les mentions honorables. Ok, alors pour mes pires lectures de l'année, en fait c'est pas nécessairement toutes des mauvaises lectures, je pense que j'ai 2 déceptions à vous présenter. Et puis j'ai lu un livre que je considérais vraiment comme mauvais cette année, je vais brièvement vous en parler mais c'est pas très intéressant. Ce livre, il s'agit de... oh mon dieu, je vais me tromper dans le titre, Damnée de Lauren Kate. Je vais vérifier parce que je suis vraiment en train de vous raconter des bêtises. Et mes livres viennent de se casser la tronche par terre. I think it is Lauren Kate, but I am not sure, so I'm going to check. C'est comme ça que vous pouvez savoir que ce tournage a été un petit peu trop long, je commence à perdre la boule. Damnée de Lauren Kate, c'était ça, j'ai trop une bonne mémoire. Ok, alors pour être totalement honnête, je vais remettre cette lecture dans son contexte. Je sais que parfois, quand je suis dans une panne de lecture, j'ai juste besoin de lire un livre que je sais qui va follement me divertir, même s'il n'est pas nécessairement bien. J'ai juste besoin d'un livre qui va se lire vite et qui va me divertir. Et donc, minimum une fois par an, je lis un de ces livres et cette année, c'est tombé sur Damnée de Lauren Kate. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui arrive dans un pensionnat. Elle tombe sur un garçon mystérieux. Il s'avère que ce garçon est un ange et ils vont tomber amoureux, mais elle est une fille spéciale finalement parce qu'elle n'est pas comme les autres filles. Désolée, j'essaie pas du tout d'être désagréable en résumant ce livre, c'est juste que je me souviens plus vraiment de quoi il parle. C'est un peu un énième mauvais remake de Twilight, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je crois que vous voyez de quel type de livre je parle. Après, je viens de vous l'avouer moi-même, j'ai passé un bon moment à le lire parce que c'était divertissant et c'était marrant de rigoler des personnages, etc. Et que ça se lit vite, donc c'est un peu addictif comme lecture. Mais d'un point de vue littéraire, c'est clairement pas un chef-d'œuvre. En bref, c'est pas nécessairement un livre que je vous recommande, même si c'était divertissant. Et donc maintenant, je vais vous parler de mes 2 déceptions de l'année. Il s'agit de Tu ne jugeras point de Armel Job et de La Régente Noire de Franck Ferrand. Tu ne jugeras pas d'Armel Job est un livre que j'ai dû lire pour les cours, encore une fois, et je pense que c'est de là que vient ma déception. Parce que j'ai tendance à toujours vraiment beaucoup aimer les livres que je lis pour mon cours de français, et pour le coup, celui-là, je l'ai trouvé pas mauvais, mais pas tellement intéressant que ça. C'est peut-être parce que je n'aime pas le genre, je sais pas, mais bref, ça a été un peu une déception. Il s'agit plus ou moins d'un roman policier où on suit l'affaire d'un bébé disparu. Et pour être honnête, j'ai pas du tout trouvé que c'était mal écrit, j'ai pas non plus trouvé qu'il y avait des incohérences dans l'histoire, je pense que je suis juste pas parvenue à rentrer dans l'histoire dans le sens où je me sentais pas plus intriguée que ça par l'affaire et donc j'ai pas tellement profité de cette lecture, même si je dis pas profiter dans le sens je me suis amusée, clairement c'est l'histoire d'un bébé qui a disparu, c'est pas censé être drôle ou quoi que ce soit, mais je me suis pas sentie investie dans cette histoire et c'est pour ça que ça a été un peu une déception. Et puis deuxième et dernière déception de l'année, celui-là je l'ai lu le mois dernier je pense. C'est un roman historique qui se passe en France au XVIe siècle. On y suit un peu la vie de certaines dames de la cour de de François Ier. Alors premièrement, je vous l'ai déjà dit, j'adore les romans historiques et puis deuxièmement, si vous me connaissez un petit peu, j'adore les intrigues politiques et donc ça c'était vraiment le mélange des deux et j'adore ce genre de roman. Malheureusement ici ce roman l'a pas trop fait pour moi. Encore une fois c'était pas du tout mal écrit, c'était pas non plus mal documenté ou quoi que ce soit étant donné que Franck Ferrand c'est quand même avant tout un historien. On voit clairement que l'auteur sait de quoi il parle, on voit qu'il a fait ses recherches, on voit qu'il se base grandement sur ses recherches pour écrire son roman. Mais c'est peut-être justement là que j'ai trouvé que c'était un petit peu too much. J'ai trouvé que ce livre était très dense, que ce soit par rapport à la manière dont c'était écrit ou par rapport à simplement les événements. On sentait que l'auteur se basait énormément sur des faits historiques et du coup ça laissait peu d'espace pour l'attachement à l'intrigue, pour l'attachement au personnage. C'était très formel, très carré et du coup j'ai trouvé le début très difficile à lire. J'ai trouvé que c'était compliqué d'entrer dans l'histoire étant donné que dans les 100 premières pages il y avait tellement de noms, de titres et d'endroits différents à retenir que je mélangeais un peu tout. Bref, j'ai trouvé ça assez dense. Et si vous voulez un avis plus complet, normalement au moment où cette vidéo sort, la chronique devrait déjà être sur le blog. Sinon elle arrive. Alors c'est sûr, dans les commentaires, on pourrait discuter de tous les livres dont je viens de vous parler. On pourrait aussi parler de votre propre année de lecture 2020. Mais avant tout, je dois vous avouer que je suis très intéressée de savoir si cette casquette me va, donc... Merci à tous ceux qui sont toujours là en train de m'écouter parler.